Télé 50, simplement congolais. Trois principaux titres pour cette session d'information. Là, c'est des conditions de vie difficiles et du traitement rude. 20 éléments du groupe rebelle M23 FC RDF ont déposé les armes à Mikenge, au sud Kivu, avec leur AK-47 et PKM. Ils ont fait le premier pas vers la réinsertion, accueillis et assistés par les FARDC. Les représentants de la RDC et du Rwanda ont mis de côté leurs différends à Washington mardi et mercredi dernier pour avancer sur la voie de la paix. Malgré les tensions persistantes entre les deux pays, ils ont trouvé un terrain d'entente et ont convenu de mesures concrètes pour apaiser la situation. Le Tchad sous le choc après une attaque de drone soudanais, 17 morts et des dizaines de blessés. Le président Mahamat Idriss Déby Itno réagit en convoquant un conseil de défense pour définir une riposte face à cette crise humanitaire et diplomatique. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Les représentants de la RDC et du Rwanda se sont réunis à Washington le mardi et mercredi dernier pour discuter de la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington. Ils ont convenu de mesures concrètes pour réduire plutôt les tensions et progresser sur le terrain. Ces moments d'entente interviennent au moment où la situation actuelle entre les deux pays est toujours tendue malgré les efforts de médiation internationale. Cet accord est un véritable espoir pour les populations de la région qui ont longtemps souffert des conflits et des tensions entre les deux pays. Les discussions qui ont eu lieu le 17 et 18 mars 2026 sous la médiation des États-Unis avec la participation des représentants du Qatar et de l'Union africaine ont abouti à un engagement mutuel à soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de chaque pays, un principe fondamental pour la stabilité de la région. Les deux parties ont également convenu de désengager les forces rwandaise de l'Est congolais, ce qui devrait contribuer à réduire les tensions et à créer un environnement plus sûr pour les populations locales. De plus, les efforts intensifiés pour neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe armé qui a commis de nombreuses atrocités dans la région, sont une étape importante vers la pacification de la zone. Enfin, la protection des civils qui ont été les principales victimes des conflits est une priorité absolue pour les deux parties qui se sont engagées à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et leur bien-être. En bref et en image, c'est un signe encourageant pour la stabilité dans la région. 20 éléments de l'AFC M23 RDF se sont rendus au FARDC à Mikenge, dans les territoires des Fizi, au sud Kivu, citant des conditions de vie difficiles et un traitement rude au sein du groupe rebelle. Ils ont remis des armes, notamment des AK-47 et une mitrailleuse PKM. Les FARDC les ont accueillis et assistés. Cette réédition pourrait encourager d'autres combattants à suivre le même chemin, contribuant ainsi à la stabilisation dans la situation sécuritaire dans la région. L'économie et la gouvernance au cœur des débats au Forum Média Chine-RDC. L'intervention de l'ancien inspecteur général des finances Jules Alingueté a marqué les esprits, pointant du doigt la corruption et la surfacturation dans les contrats sino-congolais. Un diagnostic sans concession, mais aussi un appel à l'action pour améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo. Organisé conjointement par l'agence congolaise de presse et l'agence chinoise Xinhua, ce forum a réuni décideurs, experts et professionnels de médias autour d'un objectif, repenser les trajectoires de développement entre Kinshasa et Pékin.
Parmi les intervenants, Jules Alingueté a rapidement capté l'attention dans une intervention pédagogique mais incisive. Il a replacé la lutte contre la corruption au centre de toute politique de développement. Depuis que le projet a été revisité en 2024, où nous avions estimé 324 millions par an d'infrastructures, sur une projection de 20 ans, nous sommes autour de 7 milliards de dollars américains que le pays doit bénéficier. Depuis 2024, les projets en cours effectivement financés sont autour de 700 millions de dollars. Que personne ne vous trompe. Pour lui, impossible d'attirer durablement les investisseurs sans sécurité juridique, sans stabilité politique et sans infrastructures fiables. S'appuyant sur les indicateurs internationaux, il a toutefois relevé une avancée. La RDC a gagné plusieurs places dans les classements de perception de la corruption. Mais c'est sur le dossier SICOMINE que son intervention a pris une tournure plus critique. Le modèle infrastructure contre ressources est pointé du doigt avec des cas présumés de surfacturation. En exemple, l'avenue Triomphale, dont un tronçon d'à peine 1 km, aurait coûté plus de 30 millions de dollars. Autre illustration, la rénovation de l'hôpital du Cinquantenaire, évaluée à plus de 100 millions de dollars. Si notre amitié puise ses racines dans l'époque des présidents Mobutu et Mao, sa formalisation moderne a trouvé un nouvel élan en mai 2023 sous la vision de leurs excellences Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Xi Jinping. Des révélations qui relancent le débat sur la gestion des partenariats stratégiques en RDC entre coopération internationale et exigence de transparence. Les autorités sont appelées à renforcer les mécanismes de contrôle pour garantir que les richesses du pays profitent réellement à son développement. D'une actualité à une autre, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a démissionné de son poste hier mercredi. Cette décision fait suite à une pétition de ses collègues sénateurs qui l'accusaient d'incompétence après ses déclarations contre le changement de la Constitution. La démission de Modeste Bahati Lukwebo de son poste de deuxième vice-président du Sénat marque un tournant significatif dans l'équilibre politique en République démocratique du Congo. Cet acte, loin d'être isolé, a déclenché une vague de réactions au sein de la classe politique, notamment à l'Assemblée nationale. Plusieurs députés nationaux, autrefois proches de son camp politique, ont rapidement pris leur distance. Dans des déclarations publiques, ils ont annoncé leur désolidarisation, tout en réaffirmant leur loyauté au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une posture qui traduit une volonté manifeste de s'aligner sur la vision présidentielle et de consolider leur position au sein de la majorité au pouvoir. Nous regrettons profondément les propos tenus par notre président national lors de la récente conférence de presse organisée au siège du regroupement. Ces déclarations, marquées par une légèreté grave, ont malheureusement remis en cause la loyauté du regroupement envers le président de la République et l'union sacrée de la nation. Ce réalignement politique s'inscrit dans un contexte de récomposition des forces au sommet de l'État, où les alliances se redéfinissent au gré des enjeux de pouvoir et des intérêts stratégiques. La réaffirmation de loyauté des députés renforce la position du chef de l'État. Elle traduit une volonté de maintenir une majorité stable et disciplinée, essentielle pour faire passer les réformes et gouverner sans blocage institutionnel. La démission de Bahati et la désolidarisation qui s'ensuit mettent en lumière les fissures internes au sein des regroupements politiques, notamment ceux construits autour des leaders charismatiques. Cela pourrait affaiblir leur capacité d'influence à moyen terme. Ce mouvement marque une récomposition stratégique des alliances politiques. Certains élus préfèrent anticiper les évolutions du paysage politique en se rapprochant du pouvoir central au détriment des anciennes fidélités. À l'approche des échéances politiques futures, ces prises de position traduisent aussi un calcul politique. Les acteurs cherchent à sécuriser leur avenir en se positionnant du côté du pouvoir en place. Si cette dynamique renforce à court terme la cohésion autour du chef de l'État, elle pose aussi la question de l'équilibre démocratique et du rôle de contre-pouvoir au sein des institutions. Vous venez là de suivre un dossier de la rédaction signé Jean-David Kilolo.
Poursuite des travaux de workshop national de haut niveau sur le renforcement des capacités productives de la RDC. Ces assises qui visent à renforcer les capacités productives sont organisées par le ministère du Commerce extérieur en collaboration avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Pour le deuxième et dernier jour des travaux, les panélistes ont abordé plusieurs sujets. Suivez. Les opportunités et défis pour la modernisation agricole et la valeur ajoutée, le commerce international de la RDC, les investissements étrangers et politiques visant à attirer les idées, Integrated Development Environment, stratégie afin de créer de la valeur ajoutée dans les secteurs prioritaires, l'informalité comme défi et son impact sur le développement du secteur privé et la productivité de l'économie dans son ensemble, l'intégration régionale, stratégie proposée pour tirer des avantages et se prémunir contre les menaces, les partenariats publics-privés et le développement du secteur privé comme élément clé des transformations structurelles de la RDC, combler les fossés numériques et garantir la transformation numérique, défis et opportunités, la durabilité environnementale dans l'exploitation des ressources naturelles vers la durabilité du secteur énergétique, plan et stratégie, obstacles et défis ainsi que les infrastructures de transport et connectivité figurent parmi les thématiques abordées ce mercredi 18 mars 2026 à Kinshasa par les ministres sectoriels et les experts dans les panels à la deuxième journée des workshops nationaux de haut niveau sur le renforcement des capacités productives de la République démocratique du Congo. Par exemple, dans son exposé, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Mouino Nzangi, a indiqué que le gouvernement a décidé de réhabiliter les centres d'appui et de production des services agricoles CAPSA dans les 26 provinces et 15 stations de l'Institut national et de la recherche agronomique INERA, ainsi que l'octroi des subventions pour booster la production agricole en RDC. Parlons du commerce international de la RDC, défis et opportunités dans le contexte de la transformation structurelle. Jean-Lissier Boussa, ministre de l'Aménagement du territoire, a insisté sur la diversification productive, l'industrialisation orientée vers les exportations et l'insertion dynamique dans le commerce mondial. Mettant l'accent sur l'économie verte, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Marie Nyangendambo, a déclaré que la RDC dispose aujourd'hui des ingénieurs forestiers qui prennent en charge la gestion des forêts congolaises. Le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement de PME, Justin Kalumba, a quant à lui mis l'accent sur l'accompagnement et la facilitation en faveur des PME. En santé, dans le cadre de la journée nationale sur la mutualisation des hyper-spécialistes inscrites dans la couverture santé universelle, le centre hospitalier universitaire du cinquantenaire a réuni mercredi à Kinshasa plusieurs institutions pour réfléchir à la création des pôles spécialistes et offrir un service et des soins de qualité en République démocratique du Congo. Pour des soins médicaux de qualité, la République démocratique du Congo dépense chaque année 180 millions de dollars américains à l'extérieur du pays. Pour pallier à cette situation, les gouvernements misent sur la stratégie des mutualisations avec notamment la diaspora congolaise constituée de médecins spécialistes qui se sont réunis dans ces forums afin d'unir leurs efforts pour contribuer au développement des infrastructures de santé et fournir des soins de qualité à la communauté congolaise à l'intérieur du pays. Dans son intervention, le ministre de la Santé a plaidé pour la mutualisation des médecins spécialistes en vue de rendre service. Améliorons notre système de santé, vous allez voir, il n'y a personne qui est assez fou d'aller loin quand il peut avoir ce dont il a besoin juste à côté. Personne n'est fou. Donc, la question, c'est vraiment d'améliorer notre système de santé. Cet engagement s'est traduit par des avancées diplomatiques et financières majeures, notamment un mémorandum d'entente avec les États-Unis d'Amérique pour un financement de 99 millions de dollars américains. Cet engagement s'est traduit par des avancées diplomatiques et financières majeures, notamment un mémorandum d'entente avec les États-Unis d'Amérique pour un financement de 999 millions de dollars américains sur 5 ans. Des interventions riches ont permis aux médecins congolais exerçant à l'étranger d'apporter des pistes possibles pour matérialiser cette vision. C'est une très belle initiative de son Excellence M. le ministre de la Santé pour mettre toutes les compétences en place pour pouvoir réfléchir et améliorer notre système de santé. Je crois que c'est une journée qui a été
vraiment positif par rapport à toutes ces réflexions que nous allons mettre en commun pour améliorer vraiment le système de santé. Par ces cadres de réflexion initiés par les centres hospitaliers universitaires du cinquantenaire, le gouvernement congolais entend mobiliser des efforts pour renforcer les dispositifs sanitaires adéquats et déployer les spécialistes à travers toute la République pour des soins appropriés au bénéfice de la population. La question SMIG et des retours sur la table des négociations en République démocratique du Congo. Le Conseil national du travail a abouti à des conclusions qui sont maintenant transmises aux bases plutôt à Kinshasa. L'intersyndicale nationale du Congo a officiellement restitué ses conclusions aux délégués des 157 organisations syndicales. C'est un grand pas vers une possible dans ces cadres. Dans une salle attentive, les responsables syndicaux ont passé en revue les principales résolutions issues des concertations tripartites. Le point central de cette assemblée générale était la fixation du SMIG à 21 500 francs congolais par jour. Une décision présentée comme un compromis arraché au terme des négociations longues et difficiles entre les partenaires sociaux. Prenant la parole, le coordonnateur de l'intersyndicale est revenu sur les contours d'un processus qu'il décrit comme complexe, contraint par un environnement économique tendu. Il a notamment pointé l'attitude jugée, fluctuante du patronat, évoquant des revirements ayant, selon lui, fragilisé la recherche d'un consensus durable. Qui vont s'aventurer à ne pas appliquer le SMIC auront les travailleurs devant eux et non derrière eux. Et que nous demandons à l'inspection du travail de faire son travail, d'aller voir qui n'applique pas le SMIC et d'appliquer la loi. Et nous en avons profité parce que nous avons... Les syndicats dénoncent également des dissonances au sein de l'exécutif. En toile de fond, la récente déclaration du chef de l'État devant le Congrès réaffirmant l'entrée en vigueur du SMIG à 21 500 francs congolais à l'horizon 2026, une position perçue comme devant désormais s'imposer à l'ensemble des partis. Plusieurs entreprises ont déjà appliqué le SMIC. Ce sont des récalcitrants, ce sont des entreprises rebelles, des inciviques, des gens qui violent les lois du Congo, qui n'ont pas appliqué le SMIC jusque-là. Et nous demandons à l'inspection de faire son travail. Et nous, travailleurs, là où il y aura résistance, nous allons recourir à l'inspection. À défaut, nous utiliserons les armes que la loi nous confère pour régler les conflits dans des entreprises. Face à ces zones d'ombre, les organisations syndicales mettent en garde contre toute remise en cause des conclusions arrêtées. Elles exigent une cohérence dans l'action publique et appellent la mise en place d'un dispositif d'application opposant à tous les employeurs. Déterminé à maintenir la pression, l'intersyndicale nationale du Congo entend poursuivre son plaidoyer pour une mise en œuvre effective de cette mesure. 46 ans après sa mort, Isaac Frédéric Gisaro Muoza reste toujours dans les pensées de ceux qui l'ont connu et chaque année, ils se souviennent de lui. Pour ceux qui l'ont connu justement et toutes les communautés du Sud Kivu, dont le Banyamulenge, l'homme d'État Isaac Frédéric Gisaro était un rassembleur et aujourd'hui, il reste un exemple à suivre. Unir toutes les communautés du Sud Kivu était le cheval de bataille d'Isaac Frédéric Gisaro Muoza avant qu'il ne passe l'arme à gauche. 46 ans plus tard, sa famille biologique, les communautés du Sud Kivu, plus particulièrement les Banyamulenge, se sont réunis à l'hôtel Béatrice pour lui rendre hommage. 2 temps forts ont marqué cette cérémonie. D'abord, un culte d'action de grâce officié par le collège de pasteurs de l'église locale CBFC Gombe. Et dans sa prédication, la révérende Anne Ponzi a appelé l'Assemblée à poser des bonnes œuvres pour plaire à Christ. Prédication tirée du livre d'Apocalypse au chapitre 14, verset 13. La deuxième partie de cette cérémonie a été marquée par des témoignages émouvants, dont celui du sénateur Modeste Bahati Lukwebo qui a martelé sur la cohésion, la cohabitation pacifique et la recherche de la paix telle que prônée par Isaac Frédéric Gisaro Muoza. Prenant la parole l'an dernier, le ministre d'État Alexis Gisaro Muvuni est revenu sur cet héritage de celui qui a fait de son engagement moral et politique une source d'inspiration. Au-delà de ces victoires électorales, l'héritage de l'honorable Gisaro Muoza, Isaac Frédéric, repose sur 3 convictions fondamentales. La première
était l'affirmation claire de notre identité congolaise. Sa deuxième conviction, qui nous guide aujourd'hui, était celle de l'unité nationale et de la cohésion entre les communautés. Et la troisième conviction était le sens du sacrifice pour l'avenir. C'est pourquoi il privilégiait toujours des choix qui protègent l'avenir de son peuple, mais aussi et surtout ceux de la nation. Dans ce contexte des guerres dans l'Est de la RDC, Alexis Guissarou a rappelé que la communauté Banyamulenge se trouve souvent au cœur des accusations et il évoque l'instrumentalisation. En international, une attaque des drones en provenance du Soudan a frappé le Tchad, faisant 17 morts et des dizaines de blessés mercredi. Cette attaque a provoqué une crise humanitaire et diplomatique poussant le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno à convoquer un conseil de défense pour discuter des mesures de riposte. Les regards sont donc tournés vers N'Djamena où les autorités évaluent les dégâts et préparent une réponse appropriée. Cette attaque soudaine ravive les inquiétudes dans une région déjà fragile. Pour finir, et avant la revue de presse, deux légendes de la NBA, Lamar Odom et Trevor Ariza, sont à Kinshasa, un séjour qui illustre la volonté de la République démocratique du Congo de renforcer son rayonnement international et de valoriser son patrimoine humain et culturel à travers le sport. À l'occasion de leur passage à Kinshasa, les anciennes stars de la NBA, Lamar Odom et Trevor Ariza, ont été conduites le mardi au Musée national de la RDC par l'ambassadeur du sport de la République démocratique du Congo, Didier Mbenga. Une visite guidée placée sur le signe de la rencontre entre culture et sport. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de renforcer la visibilité de la RDC à l'échelle internationale, tout en créant de nouvelles perspectives pour la jeunesse, conformément à la mission confiée à Didier Mbenga par le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Guidés tout au long du parcours, les deux basketteurs ont pu découvrir la richesse du patrimoine congolais à travers une collection variée composée des masques traditionnels, des sculptures, d'objets ancestraux, d'instruments de musique et d'artefacts rituels, témoignant de la diversité culturelle du pays. Donc je les ai amenés ici d'abord de voir le pays et en parler positif parce qu'il faut changer aussi l'image du pays. Longtemps donné comme capitale de viol et avec tout ce qui se passe à l'Est. Donc je pense qu'il est temps quand même pour nous, et surtout moi en tant qu'ambassadeur du sport, d'utiliser quand même cet agenda que j'ai à travers des amis à gauche à droite pour essayer de travailler pour mon pays. Voilà, Par ailleurs, leur séjour prévoit également des échanges avec les autorités sportives nationales dans le but d'identifier des pistes concrètes pour structurer et professionnaliser le basketball en République démocratique du Congo, soutenir l'émergence des jeunes talents et renforcer l'influence culturelle et sportive du pays à l'international. Les deux invités vont également prendre part à une visite du site du Génocoste, un moment fort dédié au devoir de mémoire, un geste symbolique pour honorer les victimes et porter à l'international un message de justice et de reconnaissance. Voilà qui nous conduit au rappel des principaux titres de ce journal. Lassé des conditions de vie difficiles et du traitement rude, 20 éléments du groupe rebelle M23 AFC RDF ont déposé les armes à Mikenge au sud Kivu. Avec leur AK-47 et PKM, ils ont fait le premier pas vers la réinsertion accueillie et assistée par les FARDC. Les représentants de la RDC et du Rwanda ont mis de côté leurs différends à Washington mardi et mercredi dernier pour avancer sur la voie de la paix. Malgré des tensions persistantes entre les deux pays, ils ont trouvé un terrain d'entente et ont convenu des mesures concrètes pour apaiser la situation. Le Tchad sous les chocs après une attaque de drones soudanais, 17 morts et des dizaines de blessés. Le président Mahamat Idriss Déby Itno réagit en convoquant un conseil de défense pour définir une riposte face à cette crise humanitaire et diplomatique. Restez avec nous pour la revue de presse, messieurs et dames.
Et c'est avec Nathan Diamouete, mon binôme de tous les mercredis, mais que je retrouve un jeudi. Bonjour et bienvenue. Bonjour héritier, merci. C'est pour la toute première fois un jeudi ensemble. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Démission de Bahati Lukwebo, la presse en parle. Exactement, héritier Ntomboa, l'homme a fini par jeter l'éponge, évitant justement de perdre son poste par une pétition. Eh bien, les journaux parus aujourd'hui ont accordé une place de choix à cette actualité. On ouvre le bal avec le journal Info 27 qui titre, tel que vous êtes en train de lire, Sénat acculé, Bahati Lukwebo jette l'éponge sous pression politique. Le portail renseigne héritier Ntomboa que c'est un retrait qui intervient à la veille de l'examen formel d'une procédure d'échéance engagée contre lui dans un climat politique très tendu en toile de fond, des divergences sur la question sensible de la révision constitutionnelle. Ces tabloïds estiment que dans ces contextes, la démission de Modeste Bahati Lukwebo apparaît comme un retrait stratégique visant à éviter une déchéance formelle en plénière qui aurait constitué un revers politique très majeur. Le journal Le Potentiel souligne de son côté le vide qui s'observe au sein du bureau du Sénat avec le départ de Modeste Bahati Lukwebo. Pour de nombreux observateurs, cette démission marque un tournant dans la carrière de ce poids lourd de la politique congolaise dont l'influence semble aujourd'hui mise à rude épreuve par les dynamiques internes de l'Union sacrée, la famille politique du président de la République, Félix Tshisekedi. RDC, Modeste Bahati Lukwebo quitte la vice-présidence du Sénat. C'est les titres que pointe la presse en ligne congoactu.net qui rapporte que les sénateurs Modeste Bahati Lukwebo justifient sa démission par les climats politique actuelle. En outre, il réaffirme sa loyauté envers le président Félix Tshisekedi et parle en même temps d'un acte qui permettra à ses autres collègues de poursuivre les travaux déjà amorcés. Pour Mambasa News, derrière cette démission, c'est une crise politique qui couvait depuis plusieurs jours et prévient également qu'avec ses départs, une nouvelle bataille s'annonce au Sénat pour justement la désignation de son successeur dans un climat politique encore sous tension. RDC Rwanda, les débats sur l'accord de Washington refont surface. Tout à fait, héritier Ntomboa, les discussions autour de l'accord de Washington, il faut signaler, c'est un accord de paix. La presse en ligne, wise.cd, et titre tel que vous êtes en train de lire, RDC Rwanda, accord à Washington sur un retrait progressif de forces rwandaises du territoire congolais. Ce média fait savoir, héritier Ntomboa, que parmi les engagements majeurs, Kigali accepte le principe d'un retrait progressif de ces forces du territoire congolais. Cette mesure s'accompagne de la levée de certaines dispositions sécuritaires dans les zones ciblées dans une logique de désescalade. Les deux capitales réaffirment en même temps leur attachement au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Une.cd de son côté précise également que la protection des civils figure aussi parmi les priorités retenues. Les deux pays ont réaffirmé leur volonté de mettre fin aux violences qui touchent les populations locales, particulièrement dans les zones où les affrontements entre groupes armés et forces régulières restent très fréquents. FMTV, pour clore justement ce tour d'horizon, héritier Ntomboa, pour sa part, relève dans son portail l'ombre de forces démocratiques des libérations du Rwanda qui planent une fois de plus sur les discussions. Leur neutralisation est brandie comme une priorité sécuritaire légitime, mais elle sert aussi de longue date des justifications aux interventions directes ou indirectes du Rwanda sur le sol congolais. En reprenant ces cadrages sans les nuancer, les États-Unis entérinent une lecture sécuritaire qui a souvent contribué à prolonger l'instabilité qu'elle prétend résoudre dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Nathan pour votre revue de presse. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de la journée, surtout du travail. C'est moi qui vous remercie, héritier. Fin complète de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Ne nous quittez pas, vous restez avec nous. L'actualité reste en continu sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.